Mesdames et messieurs, bonjour. Téléhandicap vous souhaite la bienvenue à cette émission très spéciale. Un sujet qui nous réunit et qui nous ressemble et rassemble en même temps, parce qu'il est tellement important que notre invité, il est aussi important que son sujet. Il me fait grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Pierre Cajolet, nouvelle personne retraitée, j'allais dire, en tant que jeune, mais un défenseur acharné des droits et des libertés des personnes handicapées. Monsieur Cajolet, je vous salue. Bonjour Joseph, Comment allez-vous? Je te remercie de ton invitation. Écoutez, c'est un grand plaisir pour Téléhandicap de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler de différents sujets vous concernant et concernant surtout le handicap en général. Vous avez écrit 25 ans de cécité, ça se souligne. Ben, nous, on a décidé de souligner ces 25 années de cécité à traverser votre labyrinthe, à s'adapter au monde des personnes handicapées, à Téléhandicap, pour vous dire bienvenue chez nous. Dites-moi, tout d'abord, pour informer la population que Pierre Cajolet n'est pas seulement un défenseur, c'est une personne qui possède un humanisme absolu pour éveiller l'esprit des gens valides et les personnes handicapées. Vous avez écrit un jour, et je me permets de prendre une minute de votre temps, ce qui suit. Vous avez écrit « C'est le temps à la réflexion. Qui sait un jour, mes déplacements se feront assis dans un fauteuil roulant pour briser mon isolement et affronter les obstacles architecturaux. Qui sait un jour, mes déplacements s'effectueront avec une canne blanche ou un chien guide. Qui sait un jour, ma difficulté sera de me guider à travers le temps et l'espace. Qui sait un jour, je perdrai ma capacité physique à marcher 400 mètres sans risque. Notre mobilité tient par un fil. D'un rien, notre mobilité peut basculer dans une dépendance. Nous ne demandons pas la pitié, mais plutôt de la solidarité. Solidarité pour que nous puissions avoir le transport adapté répondant à nos besoins. Si c'était un membre de votre famille, votre père ou mère, dans une telle situation, que feriez-vous? Nous voulons vivre comme tout le monde et participer activement à la vie sociale. Nous voulons aller au même endroit que vous. Nous vous invitons à sensibiliser tous les conseils, tous les décideurs autour de vous. Le transport adapté est la porte d'entrée à notre inclusion. Pas de transport, c'est l'isolement, la solitude et attendre passivement la mort. Que qui ne dit rien, qui ne fait rien, est coupable de son inaction. Monsieur Cajolet, c'est un texte inspirant et touchant. Voulez-vous commencer avec votre introduction maintenant? La chaîne est à vous. J'ai perdu la vue en 79. Donc, ça fait aujourd'hui 44 ans que je suis handicapé visuel, total. Oui. Et puis, ce qui m'a aidé en 79, c'est qu'en 75, j'avais participé à un livre collectif, donc 18 que j'ai écrit avec les autres. Il y avait un chapitre « S'adapter au changement ». Que dans la vie, il nous arrive tout ça de changement. Ça peut être le divorce, ça peut être la maladie, ça peut être le cancer, ça peut être le chômage. Et dans mon cas, moi, ça a été la perte de la vision. S'adapter au changement. Si on ne s'adapte pas, on fait des burn-out, des dépressions, des suicides, tout ça. Donc, je me suis adapté au changement. J'ai décidé d'être l'ingénieur de ma vie, l'architecte, le producteur, le réalisateur. J'étais le boss de ma vie. J'étais pour avoir toutes ces fonctions-là.
ne pas laisser les autres guider ma vie ou fabriquer ma vie. Je l'ai fait moi-même. Que je m'y suis impliqué. Dans notre sorte d'activité. Être actif. Être actif. Et c'est pas la vision, la perte de vision qui m'a arrêté mon développement. C'est pas ça qui m'a arrêté. J'ai continué. Ça, ça passe. Puis j'étais président du Parti québécois à côté d'Iberville. Dans non-voyance. Ça, la réunion. Mise sur pied de solidarité populaire du Richelieu, qui regroupait 45 associations à l'époque. La mise sur pied d'un regroupement pour défendre les droits des personnes utilisant le transport adapté, donc le BRUTAC. Administrer un immeuble pour personnes handicapées à Saint-Luc pendant 14 ans. Je n'ai pas attendu que les portes s'ouvrent. Je les ai ouvertes moi-même. Puis je dis, on y va. On y va, on ne lâche pas. Et j'ai commencé ça en 67. La première fois, à Terre des Hommes, j'ai pris parole devant le maître drapeau. C'était la journée de fête du travail en 67. Mon engagement social. Et je n'ai pas lâché. Ça ne me tente pas de lâcher. Mais trop jeune encore, là. C'est de cette manière que vous avez décidé, après 1979, si ma mémoire est bonne, d'affronter la vie d'une autre manière avec une nouvelle réalité. C'est la raison pour laquelle vous êtes mis au service des personnes handicapées d'une façon volontiers. On sait ce que vous avez réussi à faire dans votre région, même sur le plan national à travers le Québec, et vous avez décidé de redéfinir votre vie différemment et vous avez réussi. Avez-vous vécu des problèmes à travers cette immense période de vie active et commune à travers votre handicap? Oui, j'ai dû m'adapter à ma situation, l'environnement, composer avec des gens qui m'entourent, n'ont pas toujours n'ont pas l'expérience d'une personne handicapée. Je me suis impliqué dans des comités de citoyens, j'ai pas toujours été dans des associations de personnes handicapées. Des associations pour défendre de ça de cause. Puis ce qui m'a aidé. J'ai jamais aimé la ghettoisation. OK. Ça fait mes activités, comme j'ai mis sur pied en 81 le Club Optimiste. Oui. C'était le seul handicapé dans la gang. J'ai mis des comités de citoyens. Au Parti québécois, j'étais le seul personne handicapée. Donc, j'ai eu les deux. Dans le monde des personnes handicapées et dans le monde de non handicapés. Ce qui m'a aidé beaucoup, 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 ça, de ne pas me renfermer sur moi-même. Est-ce que dans cette carrière, vous avez décidé de dépasser de loin d'ailleurs vos limitations pour aller dans des actes, que ce soit déposer de demandes, déposer des projets auprès de votre conseil, auprès même du gouvernement? On a lu beaucoup d'articles sur votre implication à l'égard des personnes handicapées et surtout les personnes non visuelles. Mais il y a eu 2 points dans votre vie extrêmement importants, qui étaient l'inclusion et le transport adapté. Voulez-vous nous parler un petit peu de l'inclusion au départ pour aller dans le corps du sujet qui est pour vous le cheval de bataille, le transport adapté? Oui, mais avant ça, j'ai fait changer la loi électorale. Avant ça, j'arrive pour voter. Je ne me souviens pas, 195, 93 peut-être. Mon épouse m'accompagnait. Là, les scrutateurs ont dit non. Pour aller dans l'urne, ça prend 2 personnes qui étaient assises à la table, le président ou le secrétaire des élections, qui viennent avec moi. Je n'en ai pas question. Je ne veux pas vous avoir avec moi dans l'urne, moi, là. Puis là, j'ai fait des représentations au gouvernement. Il y a eu une commission parlementaire, puis on a changé la loi que la personne handicapée ou non-voyant peut choisir son accompagnateur. Ils ont changé la loi pour ça, là. Oui. Il fallait que ce soit quelqu'un dans le temps de sa circonscription. Il ne peut pas prendre quelqu'un d'un autre circonscription. Ils ont changé tout ça.
pour que la personne handicapée ait le droit de choisir son accompagnateur. Ça, c'est bon. Et il y a eu d'autres lois que j'ai participé à changer, là, mais ça, c'est. Dans le transport adapté, on peut prendre un peu d'historique. C'était en 70, ça a commencé. Les frères Forêt. Les frères Forêt, ils restaient à Montréal. Puis il y en a un des deux qui était en fauteuil roulant. Mais il n'y a pas de transport adapté. Fait que son frère, il a acheté un camion, puis il l'a adapté, puis là, il pouvait transporter, déplacer son frère. Là, les autres en fauteuil roulant, à Montréal, ils ont eu ça. Hey, peux-tu donner un transport? Peux-tu me donner ça a fait boule de neige, ça. Qui transportait les personnes en fauteuil roulant dans ce temps-là. Là, la ville a vu qu'il y a du capital politique à faire avec ça. C'est intéressant. Donc, la ville de Montréal a mis un transport adapté sur pied. Puis là, en 79, on a eu la seule fois dans l'histoire du Québec un ministre des personnes handicapées. Le nom de Denis Lazure. C'est un petit fiat qui était dans le temps à Saint-Jean-de-Dieu. Puis il a passé une loi, la loi numéro 9, pour obliger toutes les municipalités du Québec, les communautés urbaines. Pour ça, il y avait 9 communautés urbaines. Les 9 communautés, obligation d'avoir un transport adapté. Ça veut dire Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, ainsi de suite. Les 9 communautés. L'obligation. Ça, on a fait un pas, ça. Mais les autres municipalités, on n'avait pas. C'était à la volonté du conseil municipal. En 2004, le gouvernement a passé une loi obligeant toutes les municipalités du Québec d'avoir un transport adapté agréé sur leur territoire. En 2004, 25 ans plus tard, 2004, toutes les municipalités du Québec ont droit au transport adapté. Malgré que le ministre n'a pas parlé de la qualité du service. Transport adapté. Et dans la loi, c'est encore de 9 h le matin à 17 h. On veut sortir le soir, nous autres, on veut sortir les fins de semaine. On n'a pas le droit. Dans la loi, c'est écrit 9 h à 17 h. Fait que les municipalités, après ça, après 17 h, ben, ils disent que c'est un privilège. C'est un privilège si tu veux sortir les dimanches. Quand est-ce que ça va arrêter, ça? Quand est-ce que le ministère du Transport va dire vous allez offrir du transport adapté selon les besoins des usagers? Nous autres, on avait à Saint-Jean de 5h30 le matin à minuit. Mais là, ils nous en ont coupé des heures. Ils ont coupé parce que c'est une dépense. Fait que, Oui. si on pourrait arriver ça, là, obligation de toutes les municipalités du Québec d'avoir un transport adapté répondant aux usagers. Ça, puis avoir aussi une demande qu'on ait un ministre des Transports, des handicapés au Québec. Ça serait une bonne victoire, ça. Vous savez, M. Cajolet, c'est très, très important ce que vous venez de nous dire. Mais moi, je vais vous poser une question en tant que personne ressource au niveau du transport adapté. Et surtout, les personnes vivant avec l'appareil cérébral, le transport adapté est une source de vie pour ces personnes-là. Et vous le savez, vous êtes bien conscient de ça. Ma question, une personne handicapée dans une société de droit a le droit de vivre d'une façon égale à une personne valide. Qu'on soit clair, net et précis en ce qui concerne les sociétés, notre société québécoise. Donc maintenant, le transport adapté, moi j'ai une question à vous poser. Quelqu'un de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez donné l'exemple de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui aimerait aller voir un spectacle à Montréal, à la Place des Arts, ou aller manger dans un restaurant. Écoutez, c'est quoi la situation actuelle? Cette personne n'aura aucun droit ou n'aura aucun accès à un transport adapté pour aller jusqu'à Montréal. Il va être obligé de louer un taxi et le taxi va lui coûter quasiment le 20% de son rendement financier mensuel. Est-ce que vous trouvez ça logique? Bien, vous savez, au Québec, on a une loi mourir dans la dignité. Oui, oui, oui. Avant de mourir,
On peut-tu vivre dans la dignité? Ça, c'est bien parlé. Ça, c'est très bien, oui. Le transport qu'on a présentement, s'il ne respecte pas notre dignité, on aimerait ça, développer notre culture, pas aller au Place des Arts, pas aller à Montréal, les spectacles à Montréal, non. C'est pas pour nous gagner. Oui. À l'entour de chaque municipalité, il y a une frontière virtuelle qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas. Il faut rester à l'intérieur de la municipalité. Avant ça, on avait le droit d'aller à la cardiologie, à Pierre Boucher, mais depuis l'année passée, ils ont coupé ça. On n'a plus le droit, notre médecin de famille nous envoie à la cardiologie ou cardiologue, on n'a plus. Fini. Meurs chez vous. On peut aller à Charlemagne ou à Auchem seulement. Oui, d'accord, mais il y a une vie active aussi, vous venez de le dire. Il y a la dignité durant la vie. Avant d'aller parler de la dignité en fin de vie, mais moi, aujourd'hui, nous avons vécu même dernièrement une situation vraiment insupportable d'une personne qui voulait passer la fête de Noël avec ses amis pour aller manger au restaurant. Malheureusement, elle a oublié de réserver sa place 24 heures ou 48 heures avec le transport adapté. Elle a demandé à un chauffeur de taxi pour faire 8 kilomètres. Cette fille était obligée de payer 80 $. Mais c'est pas logique ce qui se passe. Y a-t-il un autre raisonnement au niveau des autorités de donner un pouvoir à ces personnes qui ont le droit de quitter leur ville au lieu de passer la vie durant dans leur propre ville et dans leur propre chambre? Ça, c'est quelque chose qui relève de la dignité. Qu'en pensez-vous? C'est la flexibilité n'existe pas pour nous autres. Il faut préparer nos sorties 24 heures d'avance. Ça n'a pas de bon sens. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Pour quelqu'un veut m'inviter pour l'après-midi pour aller souper. Je ne peux pas. Il faudrait qu'il me dise 24 heures d'avance, je t'invite demain soir à aller souper. Il n'y a pas de souplesse. Ça prendrait de la souplesse. Oui. Ils ne veulent pas. Regardez, en 2019, on avait à Saint-Richelieu 79 000 déplacements par année. Oui. Là, on est l'année passée, 36 000. Puis cette année, ils prévoient 45 000. Ils ont coupé les déplacements pour toutes sortes de raisons. On peut pas. Je vais aller au restaurant à midi. OK, on va te chercher à 1 heure. C'est trop tard. Je vais être à midi pour aller voir mes chums. Non, que la personne a lieu. Ils sont bien contents. C'est un déplacement de moins. Ils prévoient 45 000 cette année. Ça n'a pas d'allure. Pour le même budget. Pour le même budget. Ils coupent. Ils coupent. Puis ils coupent. Puis ils coupent. Puis dans d'autres régions, c'est pareil. Oui. Il faudrait que ayant comme objectif, cette année, on a 79 000. L'année prochaine, on se donne un objectif de 85 000. L'année prochaine, on va se donner un objectif de 100 000. Monter le nombre de déplacements, ce n'est pas leur objectif. C'est de réduire le nombre de déplacements qui est leur objectif. Mais moi, je vais aller dans l'humanisme de ce sujet. C'est un sujet, on le sait très bien, pas seulement pour une partie des personnes handicapées, pour la quasi-totalité. Le transport adapté, c'est une partie de vie de ces personnes-là. Mais quand vous disiez tout à l'heure, M. Cajolet, que le transport adapté est devenu une dépense et non un service, mais vous vous rendez compte est-ce que c'est vrai ce que vous venez de dire? Est-ce qu'on est rendu à ce stade-là pour empêcher les personnes handicapées qui représentent, avec les personnes qui sont liées directement ou indirectement à l'handicap et qui représentent la moitié de la population du Québec, est-ce que pensez-vous que c'est logique de laisser les personnes handicapées vivre leur sort de cette manière? Côté humain, ça n'existe pas, ça là. Côté humain, là. Vous savez, on est dans un système capitaliste. Le réseau de la santé, il fait de l'argent parce que le médecin, il opère moins. Parce qu'il n'y a pas de salle, parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc, celui qui fait de l'argent, c'est le gouvernement que le réseau de la santé ne fonctionne pas. Le réseau d'éducation ne fonctionne pas, pas de professeur. Le gouvernement fait de l'argent dans ce temps-là. Et dans le transport adapté, c'est pareil. La municipalité fait de l'argent
parce qu'elle n'offre pas du bon service. Parce que tout ça, le gouvernement regarde le réseau de la santé comme une dépense. Quand le directeur de l'hôpital, il voit rentrer quelqu'un à l'hôpital, il dit, oh, ça va me coûter cher aujourd'hui. C'est un restaurant, le propriétaire voit quelqu'un rentrer, ah, ça, je vais faire de l'argent aujourd'hui avec lui. Ouais. Le restaurant, il va faire de l'argent, la personne rentre au restaurant. Mais dans l'hôpital, c'est une dépense. Dans le réseau de la santé, les scolaires, les dans le transport adapté, c'est une dépense. Et la mentalité, il faut changer ça. Oui, mais qu'on le veuille ou non, il faut l'admettre, nous vivons dans une société d'une grande civilisation, il faut l'admettre. Et on ne veut pas faire des comparaisons avec ce qui se passe ailleurs, mais on se considère privilégié de tout ce que les gouvernements offrent à la population. Il y a toujours des petites failles, je suis conscient de ça, mais voyons, il y a des points importants qu'on doit faire une mobilisation pacifique. Pacifique, c'est un élément très important et je pense que nous avons des décideurs capables de nous écouter et de nous entendre. Il est important de regarder d'une autre manière le sort et la vie des personnes handicapées parce qu'il y a des milliers, des centaines de milliers qui n'ont pas choisi leur handicap. Ils sont nés avec leur handicap. Donc, on doit faire attention à ça. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de retourner dans un autre sujet qui vous concerne dans votre vie active, qui ne s'arrêtera jamais. Vous avez redécouvrir à travers votre handicap le courage d'avancer, de se réaliser. Mais ce handicap était une base essentielle pour un nouveau développement dans votre vie active. C'est le handicap lui-même qui a fait ce changement dans votre vie? Oui, ça m'a aidé à prendre une nouvelle direction. Oui. Un tremplin. C'était un tremplin. Oui, puis ça m'a aidé. C'est sûr, comme je dis souvent, ce qui m'a aidé, c'est depuis que j'ai perdu la vue, j'ai arrêté de faire des péchés. Ça m'a aidé. Est-ce que vous avez été déçu, vous avez vécu une déception? Avant, vous étiez voyant, vous voyez tout, et d'un seul coup, vous perdez les couleurs, vous perdez la beauté de la nature, vous vivez avec le son, avec vos oreilles, avec votre cœur, ce que vous dégagez pour donner aux autres. Est-ce que ça a créé une déception dans votre vie personnelle? Non. OK. Non. J'ai continué, moi, comme si rien n'était. Le lendemain, j'avais des réunions, puis je participais aux réunions, puis écrire des livres. Il n'y a rien qui a changé. J'ai dit, j'avais besoin d'accompagnateur, j'ai eu 3 chiens guides, j'ai eu besoin de m'adapter à la situation. Mais ma façon d'engagement n'a pas changé. N'a pas changé. Et l'engagement a continué son chemin. Oui, c'est sûr, dans le temps, je n'étais pas engagé dans le monde des personnes handicapées. Après ça, ça a venu dans le monde des personnes handicapées. Là, j'ai vu qu'il y avait des changements pour la faire. Là. Que je ne pouvais pas accepter cette situation-là sans rien faire. Vous savez, quand on est au courant de ce qui se passe, puis on ne fait rien, ben, ça n'a pas de bon sens. On est au courant d'une situation qui ne fonctionne pas, mais il faut réagir. Les équipes de salon, là, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Dans le salon, là, ils veulent changer de monde, mais ils ne font rien après ça. Là. Non. Il faut changer la situation, puis il faut passer à l'action. C'est pour ça qu'une année, que je ne sais pas quelle année, les personnes à fauteuil roulant, ils ont bloqué le pont Jean-Cartier. Hey, j'étais fier des autres. J'étais fier des autres, bloquer le pont Jean-Cartier pour changer le. C'est pas avec des mots doux et des paroles douces qu'on va changer les choses. Il faut passer à l'action. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Ouais. Rien. Donc, vous avez réussi à créer une nouvelle vie pour réaliser toutes les possibilités. Vous avez modelé et transformé et modifié votre vie en cours de route et vous vous êtes adapté facilement sans aucune déception de cet accident que vous avez eu. C'est parce que, tu sais, je ne suis pas capable, là. Ça ne marche pas avec moi, ça, je ne suis pas capable. On m'a demandé d'être président du Parti québécois contre Iberville. J'aurais pu dire, je ne suis pas capable.
Je ne suis pas capable de dire ça, moi, là. Pourquoi je ne suis pas capable? À cause de pas Belgique? Ben oui, je suis Oui. capable. Je l'ai fait pendant 8 ans. Oui. Si je ne suis pas capable ci, pas capable ça. Voyons. Si on veut, on peut. Il s'agit d'avoir des petits ajustements, mes déplacements, ça, mais après ça, tout est correct. J'ai Oui. l'air des ministres au Québec, puis, ça ne me dérange pas, les ministres qui ont parlé d'en face, là. Je vais parler. Pour moi, il doit y avoir des jeux pour ça. Il s'agit d'avoir la conviction qu'on peut changer les choses. Ça veut dire votre vie, c'est des défis permanents, des nouveaux défis jour après jour, c'est des nouvelles forces et aussi parfois des faiblesses, et qui n'en a pas. Donc, si on analyse tout ça, vous êtes adapté facilement et vous avez continué à bouger pour éviter la routine d'une bonne majorité, malheureusement, des personnes handicapées qui restent dans un confinement total. Donc, c'est ça ce qui vous a donné la vie pour continuer et produire dans votre société. Mais la vie est un combat Oui, permanent. Il faut toujours se battre pour faire respecter nos droits, pour faire sa place. Prends pas ma place, prends la tienne, moi je vais prendre la mienne. Il faut toujours se battre. C'est un combat perpétuel. Et quelqu'un qui refuse de se battre, ben, on ne peut pas se supporter qu'on l'écrase. Il faut faire qu'on apprenne à sortir debout devant les autorités. oui, Ils veulent nous écraser, ils veulent nous enlever des droits. oui, Sortir debout. Je dis, non, là, moi, c'est ça, je veux que tu me respectes. oui. Se faire respecter. Ça Il y a un veut médecin, dire, moi, qui oui, disait, ce que j'entends dans la journée, moi, là, je reviens, là, ce sera pas long, je reviens, là. Je reviens pour te faire manger, je reviens pour te faire habiller, je reviens pour aller aux toilettes, puis attendre 1 heure et demie à la toilette. Ça n'a pas de bon sens. oui. Et si vous êtes le créateur de ce mouvement, vous avez réussi à mettre sur pied le regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Haut-Richelieu. Je pense que vous êtes l'initiateur de ça. Oui, j'avais réuni en 96 un groupe de personnes en situation de handicap. Puis, ce que j'ai pensé, qu'ils ont mettre ça sur pied, ils ont dit oui. Puis, on a mis la machine en marche. Puis, on l'a fait depuis 96. Oui, Quand je suis arrivé, moi, le transport adapté arrêtait à 18 heures. Il n'y en a pas le seul dimanche. On a monté ça jusqu'à 24 heures. Mais ça ne s'est pas fait, ça, comme ça, là. Il faut se battre. Puis s'imposer. Monter ça à 24 heures. Puis avoir un transport adapté sur le dimanche. On veut sortir les fins de semaine. Mais les autres ne voulaient pas. Ils ne voulaient oui, pas. oui. Mais Euh, vous êtes aussi impliqué partout, même sur le plan national au niveau du Québec. Vous êtes aussi dans l'Alliance, je pense que vous êtes le président, ou vous étiez le président de l'Alliance de regroupement des usagers de transport adapté du Québec. Vous êtes toujours impliqué là-dedans? oui, j'étais pas mal de 97 dernièrement, là, président de l'Alliance des regroupements des usagers de transport adapté du Québec. Et, Un groupe, 20 quelques associations au Québec, là, pour faire améliorer la situation. et tout ça vous a donné cet espoir de mener une vie lumineuse, une vie productive, une vie communautaire, et votre nom circulait partout à cause de votre engagement pour défendre les droits des personnes vivant avec un handicap et surtout le transport adapté. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement d'aller à la retraite avec une mission accomplie? Peut-être pas accompli, Oui, il elle n'est m'aurait pas complétée encore, là, vous voulez dire, là. inachevé. Hein? Inespéré? Si on a inachevé, il m'en Oui. reste encore à changer. Je suis fier de ce que j'ai fait, puis je suis fier de ce que je vais faire dans le futur. Parce que je n'ai pas l'intention d'arrêter, moi, le combat, là. Le combat, il est là pour. Tant que je ne serai pas à l'horizontale, je vais me battre. Je vais me battre pour Oui. changer les choses qu'on trouve
inaccessible, effrayante, ça n'a pas de bon sens de rester le monde dans leur maison, pas le droit de sortir. Pas le droit de sortir. Faut passer à l'action. Puis se tenir debout. Puis, c'est vrai des fois, on pile ses pieds d'un maire, on pile ses pieds d'un conseiller. C'est vrai. Puis après, je ne suis pas là pour me faire aimer, moi. Si même pas, ça ne me dérange pas, je suis là, moi, pour défendre les usagers, les droits des personnes handicapées. Ah, c'est beau, la charte est là. Mais comment on la fait respecter, la charte des droits et libertés? Pas facile. C'est que vous avez, en 2 mots, bien mené vos batailles pacifiques, j'espère, parce que nous, on ne croit pas beaucoup aux batailles physiques. Les batailles pacifiques, c'est faire apprendre aux autres la nécessité, le droit et les besoins des personnes vivant avec un handicap qui représente 18% de la population québécoise. Et c'est beaucoup. Et c'est un nombre extrêmement important. C'est que vos batailles étaient sur tous les fronts en ces années. Mon arme, moi, c'est ma grailleule et la plume. Moi, négocier dans un garde-robe, j'aime pas ça. Oui. Une grailleule, ça fait aller. Puis j'écris dans les journaux. Et ça fait changer les choses. Quand on met une situation sur la place publique, là, les maires et les conseillers n'aiment pas ça. Le gouvernement n'aime pas ça. Il faut aller dans les journaux et utiliser son droit de parole pour se faire entendre. Se faire entendre. On peut bien chialer dans le salon, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Et moi, je m'en sers. Ça veut dire se faire entendre, provoquer, le devoir de provoquer ou de proposer des changements pour améliorer des situations, même critiquer et aussi s'autocritiquer. On a aussi nos erreurs, on peut s'autocritiquer en même temps pour créer une société homogène pour les besoins et pour l'égalité et le respect de la dignité des personnes vivant avec un handicap. Chialer pour chialer ou critiquer pour critiquer, ça ne donne rien. Il faut apporter la solution. Si nous, on n'a pas la solution, comment vous voulez que le maire ou le conseiller ou le gouvernement ait la solution? Nous, on connaît la solution. Donc, on propose, à l'avenir, c'est demain que ça devrait fonctionner. La solution est là. On la connaît, on connaît nos problèmes, nos difficultés, on les connaît toutes. Puis on dit, ben, nos problèmes, c'est ça, la solution, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours proposé des solutions. Toujours. Vous avez dit un mot juste. Vous avez la solution, vous connaissez la solution parce que vous vivez la situation. C'est exactement ça. Si je veux rentrer au restaurant et il y a des marches, la solution, c'est quoi? C'est d'avoir une rampe. Pas plus compliqué que ça. Si je veux aller à la toilette et elle n'est pas accessible, mais la solution, c'est d'avoir une toilette accessible. C'est ça. On les connaît tous, les solutions. On les connaît. Oui. Monsieur Cajolet, j'aurais beaucoup aimé passer un temps supplémentaire avec vous, mais que voulez-vous, la technique et par le truchement de la télévision, on n'a pas le choix que de la respecter. Du fond du cœur, je vous remercie infiniment pour cette belle rencontre et je garderai des souvenirs et j'espère nous aurons le temps de se reparler ensemble et je dirai maintenant au revoir pour un meilleur lendemain. Souhaitons-nous ensemble qu'un jour, on n'aura plus besoin d'associations pour les défendre des droits des personnes handicapées parce que nos droits seront respectés. On n'aura plus besoin d'associations parce que nos droits, ils vont être là, ils vont être respectés. Mais d'ici à ce temps-là, on a du travail à faire. Merci pour votre mot de la fin. C'est extraordinaire ce que vous venez de dire et j'espère que tout le monde va l'entendre un jour à travers la télévision ou les journaux ou la presse ou partout. C'est un mot juste. Merci beaucoup, M. Cajolet, et à la prochaine.